à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Et voici tout de suite le sommaire de ce vendredi 20 septembre. Retour sur l'ouverture de la 51e session plénière du GIEC à Monaco. Union monégasque a organisé un point presse sur les dossiers à venir. La mairie a réuni les monégasques pour une réunion d'information autour du déploiement de la 5G en principauté. C'est parti pour l'édition 2019 du Gemluc Art à l'Auditorium Régnier 3. Et à la fin de cette édition, nous retrouverons notre invitée du week-end, la coprésidente du GIEC, Valérie Masson-Delmotte. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, se réunit en principauté. Les discussions seront menées autour d'un rapport qui sera rendu public le 25 septembre. Ce dernier évalue les impacts des changements climatiques sur les océans et la cryosphère. Vanessa Dessier a assisté à l'ouverture ce vendredi matin. Créé en 1988 à la demande de ce qui était alors le G7, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a pour mission de produire une expertise scientifique établie sur l'état du climat et de son évolution. Aujourd'hui, le GIEC est en principauté afin de présenter un rapport spécial. Aujourd'hui et cette semaine, nous allons surtout améliorer le rapport spécial concernant les impacts de changement climatique sur les écosystèmes océaniques, côtiers, polaires et de montagne. Cela fait 3 ans que nous y travaillons et c'est un aboutissement pour nous, surtout de le présenter ici à Monaco, quand on connaît son implication sur le sujet. La venue de tels experts mondiaux réunis à Monaco est signe de reconnaissance à l'action que mène la principauté dans la protection de l'environnement et des océans. C'est aussi la consécration d'une forte mobilisation entamée depuis de nombreuses années. C'est une longue histoire. Monaco participe depuis si longtemps au soutien de la recherche marine dans les activités liées à l'océan, ainsi qu'à la recherche scientifique. Le niveau d'application dans la négociation d'accords est important. C'est ce qui est intéressant, ce soutien depuis le début. Car nous avons déjà présenté le début de ces travaux il y a 3 ans ici à Monaco. Et là, nous revenons maintenant pour approuver ce rapport et diffuser cette information à travers le monde. Le rapport, qui sera donc examiné en principauté durant 3 jours, sera rendu public lors d'une conférence de presse le 25 septembre au musée océanographique. Les actionnaires de la Société des Bains de Mer viennent de se réunir au One Monte Carlo pour faire le point sur l'année écoulée. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Biamonti, le président délégué de la SBM. On commence à recueillir les premiers fruits de tous les gros investissements que nous avons faits au cours des derniers exercices et qui avaient pénalisé la performance de la société. Donc nous avons réouvert l'intégralité de l'hôtel de Paris à la fin de l'année civile 2018 et nous avons livré l'ensemble des boutiques du One Monte Carlo le 22 février 2019. Tout ça a un impact sur l'exercice qui fait que nous avons pour la première fois depuis assez longtemps déclaré un exercice avec un léger profit. Ça aussi, c'est très satisfaisant. Tous les secteurs ont participé à cette amélioration. Le locatif, je crois, est à plus de 27% par rapport à l'année dernière. Les jeux ont fait une forte progression, essentiellement sur les jeux de table. Les jeux de table ont progressé de 24% au cours de l'exercice. Et l'ensemble de l'activité hôtel-restauration a progressé de 9%, beaucoup porté par la réouverture progressive au cours de l'exercice de l'hôtel de Paris. Les prochains projets de la SBM ? Écoutez, d'abord, on va se reposer un peu puisqu'on a fait beaucoup d'investissements au cours des dernières années, que ces investissements pénalisent l'exploitation parce que pendant que vous refaites un hôtel, c'est quand même assez difficile de le louer. Donc, on n'a pas de projet de même envergure. En termes de petits projets plus récurrents, on va reprendre la rénovation progressive des 2 autres hôtels que nous n'avons pas encore touchés, à savoir le Monte Carlo Bay et l'hôtel Hermitage. On fera quelques chambres tous les ans. Et ensuite, nous allons nous préoccuper d'un rafraîchissement de l'ensemble Café de Paris parce que, comme on a refait l'ensemble de la plage, on a ravalé la façade du casino. Donc le casino lui-même, l'hôtel de Paris et le One Monte Carlo sont superbes. Le Café de Paris a un peu vieilli par comparaison, donc on va s'occuper de lui faire un petit lifting. Et puis aussi, pardon, j'ai oublié un des investissements importants qui sont en cours, c'est
une refonte assez importante du casino de Monte-Carlo à l'intérieur, sans bien entendu toucher. Quelqu'un s'est offusqué quand on a parlé du casino de Monte-Carlo. On ne touche bien entendu pas la décoration des lieux. Au contraire, on l'améliore, on la met en valeur avec de nouveaux éclairages et on modifie quand même un peu le fonctionnement intérieur pour coller à la segmentation de clientèle qu'on a mise en place. Union Monégasque a organisé un point presse en cette période de rentrée. Sandrine Egg nous présente les thèmes évoqués. Au cours de ce rendez-vous organisé par Union Monégasque, 3 sujets principaux étaient à l'honneur, le budget rectificatif et le cadre de vie, mais en premier lieu, le contrat de vie commune. J'ai été donc le premier signataire de cette loi que j'ai déposée en janvier 2013, oui, avec mes collègues d'Union Monégasque. Et ce contrat de vie commune, je m'en sens un peu quand même, si ce n'est le responsable numéro 1, très impliqué dans son aboutissement. Il n'y a aucun lien entre un contrat de vie commune et un mariage. Il ne s'agit absolument pas d'un mariage bis. Il n'en a d'ailleurs jamais été question. Aucun des éléments de ce contrat de vie commune ne peut faire penser à un mariage bis. Donc, il n'y a aucune raison d'y mettre les gens de la même famille. À présent, le budget rectificatif. Tout d'abord, et comme certainement dans les dernières années, il y aura un grand écart entre le résultat affiché au rectificatif, qui pourtant devrait être proche de la réalité, puisque c'est un budget qui rectifie le budget préliminaire, et ce qui nous sera présenté au printemps prochain lors d'une CPE. Je constate qu'il y a des allers-retours au cours de ce budget rectificatif entre le FRC et ce budget. Troisième thème abordé, celui de la qualité de vie qui touche directement, j'allais dire, les monégasques au quotidien. Il faut un droit à la tranquillité par quartier, il faut une meilleure maîtrise des travaux, il faut savoir en arrêter certains. Le thème du logement a aussi été abordé. Jean-Louis Grinda a d'ailleurs salué le travail d'Albert Croesi et du gouvernement pour aider les résidents des Jardins d'Apolline. Passons à présent à l'actualité en bref et en images. L'Association des industries hôtelières monégasques vient d'organiser la nuit de l'hôtellerie. La soirée s'est déroulée à la Nikki Beach du Fairmont Monte-Carlo. Le thème cette année était l'éco-responsabilité dans ce secteur d'activité. 3 awards ont été remis, l'un au chef Gilles Brunner, président du Grand Cordon d'Or de la cuisine française et ancien chef du Palais Princier, un autre au Monte Carlo Bay et un dernier au Grimaldi Forum. Des prix attribués pour leur professionnalisme et leur implication dans la vie hôtelière monégasque. Cette semaine, la mairie a organisé une conférence à la Maison des associations pour informer et rassurer sur un sujet qui a fait l'actualité dernièrement, le déploiement de la 5G en principauté. Le reportage de Christina Tomel et Horacio Gagino. La 5G, un support capital pour le déploiement de la transition numérique à Monaco. L'objectif de cette conférence, expliquer ce qu'est la 5G, ce qu'elle apporte et relativiser sur le trop dit, le mal dit et le non dit. Il y a plein de choses autour de la 5G et on va expliquer ce qu'on fait à Monaco. Et ce qu'on fait à Monaco n'est pas forcément ce qui s'est fait dans d'autres pays. On a pris des seuils qui sont nettement inférieurs à ce qui est déjà qualifié par plein de spécialistes, et je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui expliquent le fait que ce soit non dangereux sur des seuils qui aujourd'hui sont 10 fois supérieurs à ce qu'on applique ici à Monaco. À Monaco, on a fait un choix qui est, et ça nous aide par rapport à la densité et la spécificité du pays, qui est de définir des seuils encore plus bas. Et on voit qu'on arrive à couvrir en mettant des seuils encore plus bas. On a considéré qu'il fallait apporter des réponses, ouvrir le débat donc entre l'opérateur Monaco Télécom et la population pour pouvoir justement apporter des éléments de réponse et les rassurer si possible. La 5G, on va installer des équipements sur les antennes qu'on a déjà aujourd'hui. Par contre, il y a des évolutions technologiques qui font qu'elle est beaucoup plus efficace. Elle va avoir notamment la capacité, au lieu d'envoyer une onde très large chez tout le monde, et si vous en avez besoin, vous la prenez, mais si vous n'en avez pas besoin, vous la recevez également. La 5G va avoir cette capacité à envoyer juste l'énergie nécessaire vers la personne qui en a besoin et juste ce qu'il faut. Et donc, ce sera beaucoup plus efficace. Et pendant qu'on va utiliser là, tous les autres vont absolument recevoir aucune onde. C'est pas pour réduire le niveau d'onde, c'est pas ça le sujet, puisque c'est pas quelque chose de sensible, mais c'est pour être capable de l'utiliser plusieurs fois. Et donc, on va se retrouver avec une technologie qui va servir uniquement quand vous en avez besoin, plutôt que quelque chose d'assez global pour couvrir tout le temps. On va avoir la possibilité de connecter beaucoup d'objets très très vite et de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant.
Vous allez voir, on travaille avec notamment les pompiers pour faire des use cases dont ils ont besoin qui vont leur permettre de sauver des vies. Donc on ne parle pas de technologie pour technologie, on parle vraiment de l'apport de cette technologie pour avoir des nouveaux usages pour demain. Au-delà de la 5G, un plan donc complet d'amélioration en principauté de la couverture 3G et 4G. Et puis sinon, sachez que la mairie vient de signer un partenariat avec Monaco Télécom dans le but d'accompagner la population dans cette transition numérique. Plusieurs rendez-vous sont donc prévus tout au long de l'année. Une manifestation pour l'art et la recherche. Le GEM-Lucart se déroule à l'auditorium Régnier 3. Il s'agit d'un concours d'art contemporain destiné à récolter des fonds au profit de la lutte contre le cancer. Le reportage de Dominique Poulain. Peintres, sculpteurs, photographes ou encore plasticiens, près de 150 artistes venus du monde entier participent au GEM-Lucart, le concours d'art contemporain dont l'objectif est de soutenir la lutte contre le cancer. Les œuvres sont sélectionnées par Laurence Garbatini, aux manettes de la manifestation. Silence, le bruit court, c'est le thème auquel les artistes ont dû faire face. Pour nous, c'est important que chaque artiste rentre dans un paysage mental très particulier, très propre à lui, qu'il ait sa propre signature. Et si nous faisions des thèmes très restreints, très fermés, ça serait beaucoup plus compliqué pour choisir les œuvres et puis guider les artistes. Parce que ce qui arrive, c'est que souvent l'artiste propose plusieurs œuvres, propose une lecture de son œuvre. Et donc, on ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non sur un court instant. On est obligé d'étudier le site internet de l'artiste, son univers, sa cohérence. Donc c'est beaucoup de travail et c'est vrai qu'un thème un peu large, un peu étoffé nous permet d'avoir une certaine liberté dans la lecture des œuvres et dans leur représentation. 151 œuvres sont exposées à l'auditorium Régnier 3 et proposées à la vente jusqu'au 27 septembre. Les bénéfices serviront à financer la recherche médicale et à participer à l'équipement des services hospitaliers spécialisés en cancérologie. Le GEM-Luc, acronyme du groupement des entreprises monégasques, a déjà offert plusieurs appareils de haute technologie au service d'endoscopie du CHPG. Comme pour les éditions précédentes, chacun des artistes est invité, lors de la conférence de presse, à prendre la parole devant le public pour présenter son travail. C'est l'histoire en fait d'une femme qui est très heureuse et qui a donc, vous voyez, des gammes de musique qui sont très joyeuses. La vie est belle et le sourire est là. Et d'un seul coup, ça se détériore. Le mari est un petit peu plus violent. Alors ce thème est un petit peu d'actualité actuellement. Mais quand j'ai eu le thème l'année dernière, Silence, le bruit court, c'est ce thème-là qui est venu à moi. Et j'ai décidé, malgré tout, vu l'actualité, que j'allais quand même continuer à rester sur ce thème-là. Les notes sont des points, en fait. Mais malgré tout, en fait, cette personne a une gamme qui va être un échappatoire, une gamme de musique. Et elle va montrer à des personnes avec le signe du point noir, qui est un signe qui a été mis en place en Angleterre en 2015 pour permettre à des femmes battues ou maltraitées de pouvoir dire discrètement aux personnes qu'elles étaient en danger. Le jury aura la lourde tâche de désigner les meilleurs artistes de cette 11e édition. Les visiteurs pourront eux aussi exprimer leur voix et sélectionner leurs favoris. Au total, ce sont 9 prix qui seront décernés. Je vous en parlais en titre, la 51e session plénière du GIEC s'est ouverte aujourd'hui. Sa coprésidente Valérie Masson-Delmotte est notre invitée du week-end. Valérie Masson-Delmotte, bonjour. Bonjour. Merci de prendre un petit peu de votre temps. Vous avez un emploi du temps très chargé qui va démarrer. Oui. On le rappelle, vous êtes là pour la 51e session plénière du GIEC. C'est un rapport important que vous allez rendre le 25 septembre. Avant de rentrer plus en détail sur ce rapport, je voulais savoir déjà comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que le groupe d'experts fonctionne, comment est-ce que vous étudiez ces rapports pour les rendre publics, pour que le grand public comprenne un petit peu mieux le fonctionnement. Alors le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, il a été mis en place en 1988 sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale et du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Il a pour mission de fournir au gouvernement le meilleur état des connaissances possible à un moment donné sous forme de rapport. Et donc ce sont les gouvernements dont les délégués se réunissent en session plénière
qui formule des thématiques de rapport. Et une fois qu'ils décident de ces thématiques, nous, les coprésidents, nous supervisons leur préparation. Donc nous faisons des appels à nomination d'auteurs. Nous sélectionnons ces auteurs. Ils rédigent leur rapport en plusieurs étapes. Donc ils passent en revue en fait la littérature scientifique. Et puis ils dégagent des conclusions principales. Et ce texte est relu plusieurs fois. C'est vraiment le principe de la démarche scientifique. Une relecture ouverte par la communauté scientifique et aussi par les experts que les gouvernements nomment. Et puis à la fin de ce processus que je décris comme une co-construction finalement, le résumé pour décideurs, c'est-à-dire les messages clés de ce rapport, formulés par les scientifiques, sont présentés en session plénière. Et ensuite on s'accorde avec les délégués de tous les pays sur la manière de formuler le plus clairement possible ces conclusions, de sorte à ce qu'elles soient justes par rapport au socle scientifique, mais aussi claires, sans ambiguïté. Et donc c'est beaucoup de temps passé sur chaque mot, chaque phrase, de sorte à ce que tout le monde s'accorde sur la manière de formuler les conclusions principales. Et ce sont les auteurs, les scientifiques, les chercheurs qui rédigent les rapports, qui ont toujours le dernier mot. Là, c'est un rapport très particulier, un rapport spécial Océan. C'est une première de cette envergure. C'était un besoin vraiment nécessaire de faire un état des lieux de l'océan. Alors en fait, on a eu beaucoup de demandes de faire un rapport sur des thématiques liées à l'océan, mais aussi liées aux glaces. Et donc ce rapport, il porte sur l'océan et la cryosphère, la neige, la glace et les sols gelés, parce que ces deux systèmes interagissent finalement. L'océan, par exemple, près du pôle Nord ou du pôle Sud, a une partie gelée, la banquise. Et puis ce qui se passe dans l'océan affecte l'écoulement des glaces continentales, par exemple en Antarctique. Et puis quand les glaciers fondent, ça augmente le volume des océans, ça participe avec leur réchauffement à la montée du niveau des mers. Et donc c'est un rapport qui est important parce que c'est la première fois qu'il intègre sur ces volets la partie physique ou chimique, la partie biologique, la vie en fait, dans les océans en particulier, et puis la partie sciences sociales et humaines, c'est-à-dire à quel point finalement nous dépendons des océans pour la pêche, pour les loisirs, parfois même pour l'identité culturelle, pour ceux qui vivent au bord de la mer. Et donc c'est une manière de réfléchir sur les interactions entre ces différents éléments, le monde physique, les écosystèmes et nos sociétés, dans un climat qui change. Et l'océan, il joue un rôle très particulier dans ce climat qui change. Il amortit pas mal de perturbations pour nous en absorbant de la chaleur, en absorbant une partie importante de nos rejets de dioxyde de carbone. Mais à l'inverse, c'est aussi à cause d'une perte d'habitat pour les écosystèmes marins, parce que les océans se réchauffent, il y a plus de vagues de chaleur en mer, ils deviennent plus acides, une perte de l'oxygène. Ça affecte les écosystèmes marins et ça aura des effets en cascade, en plus de la montée du niveau des mers. Pour que le plus grand public comprenne, qu'est-ce que ça engendre? Quelles sont les conséquences en fait, de cette acidification Parce que c'est vrai que les gens n'ont pas forcément le lien, le rapport concret sur leur quotidien, parce que vraiment ça impacte les hommes. Alors je dirais dans l'autre sens, c'est-à-dire nous en fait on déverse dans l'atmosphère plus de 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Et c'est un gaz en fait qui piège de la chaleur, donc qui empêche une partie de la chaleur de la Terre de partir vers l'espace, et ce qui est vraiment la cause en fait avec les autres gaz à effet de serre du réchauffement climatique. Et donc les océans absorbent 90% de la chaleur supplémentaire. Ils ont stocké aussi 30% de nos émissions de dioxyde de carbone, donc qui rentrent sous forme de gaz. Et puis ensuite ça interagit avec la chimie des eaux de mer, donc c'est ce qu'on décrit comme l'acidification. Et finalement la température des eaux de mer, leur chimie, c'est aussi quelque chose qui caractérise les habitats pour les organismes qui vivent dans les océans. Et donc dans un climat qui change, notre rapport va faire un point sur les enjeux pour les écosystèmes marins, mais aussi les enjeux en cascade, par exemple pour les pêcheries et pour la manière dont les océans jouent sur notre activité économique, les emplois de personnes qui en dépendent directement, mais aussi indirectement. Et c'est peut-être le message le plus important que je veux faire passer. Nous, on fait le point sur les connaissances scientifiques, quels sont les futurs plausibles. Et ces connaissances, on a besoin de les intégrer dans la prise de décision aujourd'hui. Parce qu'on connaît ce qui s'est produit dans le passé, mais ce n'est pas la même chose qui va se passer à l'avenir, dans un climat qui change. Et donc vraiment le but de ce rapport, c'est de permettre à tous, informés par ces éléments scientifiques, mais aussi leurs connaissances locales qui sont les plus précieuses, de débattre ensemble des options d'action pour renforcer leur résilience. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un intérêt croissant sur nos rapports. Par exemple, est-ce que vous trouvez que la population est suffisamment informée et s'intéresse justement à ces rapports qui sont parfois peut-être qui viennent du monde scientifique, donc ils peuvent faire peur, peut-être leur faire passer un message en disant non, c'est accessible. Ils sont difficiles à lire
Et moi, je souligne que, par exemple, il y a des collectifs de citoyens qui ont traduit nos derniers résumés pour décideurs en français, eux-mêmes, pour se l'approprier. Je souligne aussi l'engagement de la jeunesse. Il y a un mouvement de jeunesse qui manifeste aujourd'hui dans le monde entier. Et beaucoup de ces jeunes ont lu nos rapports. C'est un travail difficile, mais on a besoin d'aide. On a besoin que, par exemple, dans les villes, il y ait des débats publics où certains, finalement, mettent à disposition de tous les éléments de ces rapports de manière simple, claire, pour que justement ils puissent faire l'objet de cette discussion démocratique qui est essentielle, parce qu'il y a des changements majeurs qui sont en cours, et c'est important d'anticiper pour réduire les vulnérabilités, réduire les expositions, et permettre à tous de vivre dignement dans un climat qui change. Merci beaucoup Valérie de nous avoir accordé de votre temps. Merci. Merci. Et passons à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Soleil voilé ce samedi avec un ciel qui deviendra très nuageux l'après-midi. Des averses ne sont pas à exclure dans la soirée. Le vent soufflera à 13 km/h. La température de l'eau sera de 23 degrés. Il fera 18 degrés le matin, 22 l'après-midi. Dimanche, averses et orages seront au programme de la journée. Les températures 18 degrés le matin, 20 l'après-midi. Lundi, alternance d'éclaircies et de passages nuageux le matin et un peu plus de soleil l'après-midi. 17 degrés pour le matin, 22 pour l'après-midi. Retour du beau temps mardi, les températures 18 degrés le matin, 22 l'après-midi. Mercredi, il fera beau malgré la présence de quelques nuages l'après-midi. 17 degrés pour la matinée, 22 degrés pour l'après-midi. Jeudi, les quelques nuages laisseront vite place à un ciel de plus en plus lumineux. Les températures 17 degrés le matin, 23 degrés l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.